Bienvenue à ce troisième et dernier webinaire. Le premier étant vraiment un webinaire technique sur découvrir un peu la plateforme. Là, il y a 2 semaines, on a eu énormément de questions pour Thomas. On peut imaginer qu'aujourd'hui il y aura moins de questions parce que je pense que pour beaucoup vous êtes en phase de 3D, on va dire. Vous êtes familiarisé avec la plateforme, avec le matériel, vous avez bien pris en main vos devoirs, etc. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc on va faire comme la semaine dernière. Je sais qu'il y a eu 2 questions dans le forum, j'ai vu. Donc Thomas, tu veux commencer par répondre à ces questions-là. Et puis après on prendra les questions des participants ou vous pouvez nous les poser ou vous les mettre dans le chat, comme vous préférez. Alors, oula, il y a beaucoup de bruit d'un coup là. Amado, est-ce que tu peux couper ton micro, ouais. Oui, là. On entend beaucoup de bruit derrière vous, Amado. Voilà, merci. Ok, c'est bon, voilà, on y va. Dans mon environnement, il y a... Il y a un bruit, bon. Là maintenant ça va, tout à l'heure on entendait des gens qui parlaient. Voilà, c'est parfait. Alors, juste pour revenir sur les 3 questions qui sont sur le forum, que vous avez posées en avance, vous pouvez répondre. Pour vous dire d'abord que donc il y a ces 3 questions. Si vous avez aussi des questions sur votre devoir de semaine 2 ou de semaine 1, c'est le moment. Surtout si c'est des questions de fond et que peut-être que ça peut intéresser vos collègues ou que vos collègues peuvent vous venir en aide également. Et puis n'hésitez pas aussi à revenir sur la semaine en cours et sur ce qu'il y a cette semaine pour préparer votre devoir de la semaine 3. Alors, j'ai eu 3 questions sur le forum pour le moment. La première, c'était une question d'Abdelkader. Alors, j'espère qu'il viendra sur le 2e webinaire, qu'il n'est pas non, je suis là. en retard. Alors, très bien. Je suis là. Voilà, parfait. Bonjour. Alors, toujours. Bienvenue, vous arrivez à temps alors. Ah, j'ai failli rater. Parfait. Donc, c'était sur le cadre, les cadres logiques en cascade. Alors, c'est une très bonne proposition parce que, en fait, comme je disais dans le retour collectif de la semaine 1, vos programmes, ils sont souvent compliqués. Et logique, c'est pas fait pour quelque chose de compliqué. Cadre logique, c'est fait pour un projet très simple où vous avez une activité, un produit, 2 produits, un effet, un impact, et puis ça va pas plus loin. Dès qu'on est sur quelque chose qui est plus compliqué, on commence à avoir des problèmes. On commence à avoir quelque chose qui est difficilement lisible. Et je l'ai dit à beaucoup d'entre vous que j'avais du mal à lire vos cadres logiques. Et je peux faire un bon bail, c'est-à-dire que je suis une personne extérieure, je sais ce que c'est, ce qu'il devrait y avoir dans vos programmes, mais j'ai du mal à lire. Donc c'est probable que vos partenaires aussi, ils auraient du mal à les lire. Alors, plusieurs solutions. Il y a une des solutions que je voulais donner dans le cours de la semaine dernière, c'est le logigramme. Donc c'est ce schéma que vous avez vu avec des boîtes et des flèches qui permettent de montrer comment différentes activités conduisent à différents types de résultats. Et qui peut être utile. Mais le logigramme, il faut de ses qualités, c'est que il est volontairement très simple. C'est-à-dire que dans le logigramme, dans le schéma, vous ne pouvez pas montrer vos conditions et vos risques, vous ne pouvez pas montrer vos indicateurs. Et du coup, effectivement, les cadres logiques en cascade sont une bonne solution. Alors, je ne sais pas si je peux mettre une image à disposition avec vous. Est-ce que je peux faire Ça dépend c'est comme tu n'es pas organisateur, c'est pas sûr que tu utilises le tableau blanc. D'accord. Sinon, si tu me le mets, ou tu mets-le à Paola, relis un mail, et puis elle peut directement, je pense, le mettre sur le tableau blanc, à mon avis. D'accord, je l'envoie tout de suite à Paola. Donc, je suis là, je vais voir ça avec elle. D'accord. Là, tu veux un image? Ouais, c'est parti. Ok. Alors, le principe de ces outils-là, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on fait,
c'est comme une fractale, c'est-à-dire qu'à chaque niveau, on va construire un cadre logique ou un arbre d'objectifs. Sont les besoins qu'on a. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on commence par les deux bouts. On commence par les activités au niveau projet, si vous avez un programme avec plein de projets dedans. Et chacun de ces projets, on va construire un cadre logique comme on ferait dans le cadre d'un projet. Donc quelque chose qui est très simple finalement. J'ai une session de formation. Mes sessions de formation me permettent de former des fermiers. Les fermiers apprennent de nouvelles choses. Ça c'est mon produit. Ils mettent en pratique ces nouvelles choses. C'est mon effet et ça me permet de contribuer par exemple à l'amélioration des rendements et in fine à la sécurité alimentaire. Voilà. Paola a mis sur votre écran normalement le schéma sur les cadres logiques en cascade. Ça, vous faites ça à chacun des projets. Et puis, alternativement, en même temps que ça, vous faites une deuxième chose. Alors, ça peut être un cadre logique. Moi, ici, je l'ai représenté sous la forme d'un logigramme parce que ça marche bien à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous allez repartir des impacts attendus, du pourquoi et du comment vous mettez en place votre programme et des principaux effets qui doivent amener à ces impacts. Typique chez vous, dans vos programmes, la sécurité alimentaire, le retour à des conditions normales de vie dans les programmes d'urgence, etc. Et vous allez faire le lien entre vos cadres logiques au niveau projet et les effets et impacts attendus. Alors ça, c'est une représentation. Représentation, ça consiste à faire des cadres logiques à chaque niveau, mais celle-ci est plus on va dire, immédiatement compréhensible ici. Et si vous avez un programme qui reste relativement simple, ça vous permet de montrer cette cohérence entre vos différentes interventions. Ça, c'est un des gros enjeux du logigramme ou du suivi et évaluation au niveau programme. Alors, en particulier pour les gens de la FAO, les CPP, les contrats, les cadres de programmation nationaux. Pourquoi ? Parce que on a mis ensemble plein de projets différents. Et donc, quelque part, il faut prouver que tous ces projets vont bien tous dans la même direction. Quelques conseils si vous faites ça. Je vous encourage, c'est vraiment une bonne idée. Abdelkader a raison de vous proposer ça. Si vous faites ça, ce que je vous conseille surtout, c'est d'être capable le moment, on va dire, un peu sensible où il faut faire attention, c'est le lien entre les effets et les impacts de votre projet et les effets et les impacts au niveau programme. Et de bien faire la part entre les deux pour dire, ce projet-là, il contribue à telle chaîne causale, celle qui est en bleu ici, ou celle qui est en verte, ou celle qui est en rouge, et donc je le place de façon à montrer ça, et puis je vais peut-être le coder, je vais peut-être dire, ce projet, il fait partie d'une grappe de projets, d'un groupe de projets qui contribue à telle chaîne causale. Donc le jour où je vais évaluer mon effet sur l'impact attendu A, par exemple, je sélectionnerai dans ce que je viserai. Parce que vous voyez que le projet 3, là, il y a un effet attendu 3, un impact attendu B, et c'est une chaîne qui est à part. Du coup, si je fais une évaluation au regard de l'impact attendu B, je ne vais pas forcément voir le projet 1 ou le projet 2 pour voir si c'est le cas. Vous avez répondu à votre question ? C'est bien. C'est très Thomas. D'accord. Mais je serai encore reporté si j'ai un support. Expliquez tout ça. Ah oui, là, et moi, c'est très bien ce schéma-là. Pour nous, en fait, si vous permettez 5 minutes, il y a 2 minutes, c'est par l'alimentation, la sécurité alimentaire. Il regroupe en fait 6 projets. Ouais. Donc, ce sont des ONG différentes à sa contribution. Par exemple, il y a une qui s'occupe de l'eau, l'autre s'occupe de la santé, l'autre s'occupe de l'élevage, l'autre s'occupe des mutuelles. C'est tout regroupé dans ce programme-là. Voilà. Donc, chacune a son cadre logique. Mais moi, j'aimerais avoir vraiment avec vous un support davantage expliqué. Je vais déjà vous envoyer je vais faire un post sur le forum avec cette image et puis une petite explication à côté. Là, oui. Okay. Là,
C'est très très bien. Avec votre explication, hein, avec vos commentaires. Bien sûr, bien Ah. sûr. Merci bien. Allô? Je vous en prie. Dites-vous bien, en tant que chargé suivi évaluation, l'enjeu vraiment difficile, ça va être de faire en sorte que tous les projets parlent le langage au niveau de leurs impacts. Parce que chaque projet a été dans son coin, et ben vous allez vous rendre compte, ça arrive tout le temps, c'est que à première vue, les impacts, les effets, c'est pas les mêmes. Donc il faut reconstruire la cohérence entre eux. C'est vraiment une étape très très utile du suivi évaluation. D'accord. Voilà. Merci. Vraiment, je suis satisfait. Très satisfait. Oui, je vous entends. Je dis que je suis très satisfait. D'accord. Eh ben très bien, merci. Merci, bien. merci Thomas. Merci. Merci. Juste, chef, Thomas, je prends un bien instant la sûr. parole juste pour donner bienvenue à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonjour à tous. Bonjour. Un petit point de précision, bonjour, sur le développement de ce webinaire. Donc, Thomas a déjà commencé à répondre aux questions qu'il avait posées sur le forum. Donc, je crois qu'il y a encore une ou deux questions. Et puis ensuite, on passera la parole aux participants et on prend les questions. Voilà, moi, je te rends la parole. J'avais deux autres questions qui m'ont été posées. Alors il y en a une qui est revenue sur la première semaine et sur le lien entre cadre logique et question de suivi évaluation. Le cadre logique, là d'entre vous, vous avez bien fait, hein, vous avez bien avancé de ce côté-là. Le manque souvent étant vraiment toutes les étapes de l'année. Mais bon, bah voilà, les cas logiques en cascade sont un moyen hein, de pouvoir cette contrainte. Et en revanche, les questions de suivi évaluation, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont très bien saisi l'outil, et puis il y en a d'autres, je pense que ça vous a laissé un peu perplexe parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Alors, pour revenir là-dessus, la première chose, c'est que c'est les questions de suivi évaluation, c'est surtout quelque chose qu'on fait au niveau programme. Pourquoi? Quand vous êtes dans un projet et que le projet est très simple, vous avez une activité, un ou deux produits, un effet, un impact, vous pouvez assez facilement avoir un système de suivi évaluation qui teste toutes les étapes, qui fait le suivi à toutes les étapes. Et quand, comme Abdelkader, vous avez 6 projets différents, chacun sur des domaines différents, etc., si vous voulez tout suivre, si vous voulez avoir une vision globale, vous allez avoir combien d'indicateurs dans votre système de suivi? C'est je sais pas, 30, 40, 50. Mais laissez-moi le dire, ça sert à rien. C'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir trop d'infos. Vous allez embêter tout le monde pour avoir de l'info qui sera trop lente pour pouvoir l'utiliser. Alors, je vous demande par ailleurs d'avoir le plus d'indicateurs possible sur tous les sujets. Hein. Je ne méconnais pas cette contrainte-là que vous avez. Mais à un moment donné, surtout quand vous êtes au niveau programme, il faut être capable de faire des choix. Il faut qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Qu'est-ce qui est vraiment utile pour moi, pour les décideurs, pour mes partenaires? Et c'est pas vous tout seul qui le décidez dans un coin. Hein. Là, dans le cadre de l'exercice, on vous demande de le faire parce que c'est un exercice, mais en vrai, c'est une discussion, quoi. Hein. C'est vous parlez avec les autres, vous améliorez ça au fur et à mesure. Et une façon de faire ces choix, c'est ces questions. Cette question, elle porte sur les résultats attendus de votre programme. Et après, au projet ou au programme, ce qui est vraiment important. Je fais 6 projets d'Abdelkader. Alors je connais pas le fond du programme, hein. Mais imaginons que dans ces 6 sujets, imaginons que dans ces 6 projets, j'en ai 5, ça fait 20 ans qu'on le fait, et on l'est bien, on sait comment ça marche, etc. Et j'en ai un 6e, c'est la première fois qu'on le fait, et c'est une méthode toute nouvelle et on ne sait pas comment ça va marcher. C'est que je vais poser plus de questions sur cet unique projet que sur chaque autre. Les 5, je vais me contenter de quelques indicateurs au niveau global, quoi. Mais si j'ai un projet expérimental, un projet nouveau, un projet innovant, oui, je vais essayer d'aller plus loin, d'avoir plus d'infos. Je vais bien le surveiller parce que je veux savoir ce qui va se passer. Si j'ai un programme de sécurité qui soutient la sécurité alimentaire et que juste l'année précédente
il y a eu une grave crise sur un secteur donné. Bah oui, les qui sont liés à ce secteur donné, ils vont plus m'intéresser que les autres. Donc, ces questions d'évaluation, ces questions de suivi évaluation, c'est le travail que vous faites en collectif pour savoir qu'est-ce qui est vraiment important et qui doit vraiment se retrouver dans votre système d'indicateurs. Alors, dans le cours, et vous l'avez vu aussi dans la vidéo, je pense, que idéalement, il faudrait être une quinzaine d'indicateurs au niveau programme. Ça ne vous empêche pas d'avoir un système d'indicateurs au niveau des projets si vous avez des chargés de projet qui font des choses, mais au niveau programme, il faudrait pas en avoir plus. Pourquoi? Parce que c'est pas décidé à plus. Vous avez sur le descriptif du vendeur, il y a 50 critères, quoi. Et vous dites la taille, la couleur, la consommation, les équipements, les machins. Enfin, vous décidez sur 4 ou 5 trucs, quoi. Prix, est-ce que c'est solide, est-ce qu'elle est jolie, j'en sais rien, les uns les autres. Vous allez décider sur peu de choses. Donc, ce qui est, on cherche à avoir les informations les plus importantes pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir communiquer autour de soi, etc. Ça n'empêche pas de collecter plus d'informations, mais dans votre système d'indicateurs, vous n'aurez que ce qui vous sera utile. Et les comptes d'évaluation servent à ça. Puis une dernière chose, c'est que beaucoup de vos projets, vos programmes commencent ou viennent de commencer ou ont commencé l'année dernière. Il faut que vos questions portent uniquement sur les intrants et sur les activités. Même si au moment c'est ça l'enjeu, parce que d'abord il faut que ça démarre, quoi, avant qu'il y ait des résultats. Il faut que vous disiez, eh bien, dans 3 ans de ça, dans 5 ans de ça, qu'est-ce qu'on va savoir? Si vous ne posez pas cette question-là maintenant, vous risquez de ne pas avoir l'information dans 5 ans pour pouvoir y répondre. L'évaluation elle-même pourra toujours répondre à des questions que vous vous poserez dans 3 ans ou dans 5 ans. Le système de suivi et évaluation, par principe, suit et prévoir, et donc il faut prévoir les questions que vous allez vous poser pour pouvoir collecter de l'information en conséquence. Voilà dessus. Est-ce que je peux poser une question, Thomas? Sûr. Kaïdar Abdelkader. Oui. Par rapport au nouveau programme là. Donc, la chaîne des résultats, est-ce que au niveau programme, on doit suivre à partir de quel niveau? Les ou est-ce que nous on suit jusqu'au niveau des outputs là? Tu veux la réponse FAO ou ma réponse à moi? La réponse à toi. Okay. Parce qu'il y a un suivi opérationnel au niveau des composantes des projets, il y a un suivi opérationnel. En réalité, ils ont les outputs et fait la chaîne impact. Donc, au niveau de la FAO ici, moi je suis au niveau de la coordination, mais chaque composante, chaque projet a déjà son évaluation. Moi, je dois avoir l'œil peut-être au niveau des indicateurs d'effet. Ma vision des choses, c'est que au niveau programme, on devrait avoir des indicateurs de suivi au niveau des produits, des effets et des impacts. Ok, voilà. Mais quand au niveau des effets et des impacts, on n'est pas dans l'indicateur vise pas à dire est-ce que le programme a marché, il vise à montrer le changement. Si j'ai un programme qui vise à la sécurité alimentaire, c'est important d'avoir un indicateur dans le système de suivi et évaluation qui a justement essayé d'estimer cette sécurité alimentaire. Mais il n'y a que l'évaluation qui pourra, si l'amélioration de la situation, s'il y a une amélioration de la situation, et le programme. Oui. Mais je sais que la FAO dit le minimum c'est d'être au niveau d'essayer d'atteindre le niveau outcome, donc produit et effet. Mais voilà. La clé c'est que un bon système de suivi et évaluation, il va au bout de la chaîne. Voilà. Okay. Avec les moyens qu'on a. Une autre question, peut-être une dernière. Au cadre de la formulation d'un projet, par exemple, cherche un financement, en fait, par rapport à l'élaboration du cadre logique, qu'on doit faire dans le projet, je pense qu'on doit présenter le cadre logique sous la forme classique. Oui. Ou on fait seulement la chaîne des résultats, la chaîne. Alors, c'est une des raisons pour laquelle dans ce cours, on présente le cadre logique, c'est parce qu'on sait que vos donneurs, ils veulent des cadres logiques. Avec 4 colonnes. Oui, souvent, ouais, des descripteurs, résultats, hypothèses et risques et indicateurs. Okay. Alors, toujours honnêtement, je pense qu'au niveau pro, c'est une très mauvaise idée. Mais maintenant, c'est ce que veulent vos bailleurs.
Donc il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire le travail sur les chaînes causales, il va vous être utile quoi qu'il arrive. Le jour où il faudra montrer la cohérence entre les différents projets, et vous aurez cette question-là. Enfin, tous les gens là qui travaillent au niveau programme, dans quelques années, on va vous demander la cohérence entre vos différents projets. Hein. Ça, il faut vraiment être très clair là-dessus. Et ben, si vous avez fait des logigrammes ou des cas de logique en cascade en montrant les liens, les contributions aux différents effets, etc., vous pourrez dire oui, on a fait ce qu'il faut, etc. Si vous avez seulement fait des cas de logique comme on vous l'a dit, vous risquez d'avoir beaucoup de beaux à ce moment-là parce qu'il faudra prouver les choses. Maintenant, votre donneur demande un cadre logique, donc vous faites un cadre logique. Mais ça n'empêche pas de combiner avec des outils de représentation qui sont plus utiles et plus parlants. Oui, j'avais une troisième question qui a été posée par Marius et qui était sur le choix des indicateurs. Alors du coup, Marius n'est pas là parce qu'il n'a pas pu venir, donc c'est difficile de lui répondre en direct. Mais juste un mot par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière sur les indicateurs numériques et les indicateurs spécifiques. Vous avez compris qu'il y a plein d'indicateurs qui sont utilisables dans plein de cadres à partir du moment où on les adapte un peu, quoi. Si l'indicateur c'est suite à une formation taux de personnes formées qui met en place les nouvelles pratiques promues, en fait vous l'avez montré dans vos contributions sur le forum, il y a sans le dire, de façon à ce que ce soit adapté à votre programme, il y a énormément d'indicateurs qui reviennent à ça, quoi, qui reviennent à cet indicateur générique, etc. FAO, vous avez une chance, je trouve, c'est que vous avez des indicateurs, surtout des indicateurs techniques sur les questions agricoles ou alimentaires, qui sont souvent très bien fus, souvent un peu compliqués, mais qui sont comparables entre eux, qui sont sur une méthode très solide, etc. Par exemple, sur la diversification alimentaire, sur l'application des technologies, des technologies par les fermiers, etc. Donc du coup, dans la mesure du possible, je conseille toujours d'essayer d'avoir ces indicateurs qui sont comparables, à la fois entre vos projets, si vous êtes au niveau programme, avoir les mêmes modes de collecte, les mêmes formulations, etc. dans la mesure du possible, de façon à ce que quand vous évaluerez au niveau programme, vous puissiez compléter les différents, agréger les différents éléments qui vous viennent des différents projets, mais aussi avec vos partenaires dans le pays, parce que vous n'êtes probablement pas seul à faire des actions sur ce domaine-là, et même avec les autres pays en fait. Et je demande à certains d'entre vous de mettre vos devoirs sur la plateforme, mais n'hésitez pas par ailleurs à les partager entre vous, quoi. Hein, même si je vous dis pas de les mettre sur la plateforme, il y a plein de très bonnes idées d'indicateurs de très bonne qualité dans vos devoirs. Donc partagez, quoi. Dites voilà la question que je me pose. Ça c'est la question de suivi évaluation. Hein. Voilà ce que je me pose. À votre avis, je pourrais répondre par quel indicateur et vous murez comment, etc. Rendez-vous, quoi. Vous avez au niveau des indicateurs, vous avez tout ce qu'il faut pour l'essentiel. L'important c'est de trouver des méthodes communes pour pouvoir ensuite comparer. Voilà la question qui m'avait été posée sur le forum. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je peux répondre? Allô? Oui. C'est Cher Thioune, Sénégal. Oui, cher. C'est que j'ai regardé votre cadre logique, je vous remercie, c'est simple et c'est très instructif. Mais dans notre CPP, on avait intercalé entre qui sont en fait nos activités et les effets, les produits qui sont, nous appelons ici résultats immédiats. Mais j'ai remarqué que cela n'apparaît pas dans le cadre logique en cascade. Ils sont au niveau projet en fait. Ils sont au niveau projet. Vous les voyez si vous avez encore l'image, ils sont en tout petit activité, produit, effet, impact dans chacun des cadres logiques. Mais quand votre programme est très compliqué,
Vous pouvez très bien, dans la partie à droite, là, avec les boîtes et les flèches, apparaître les produits également. Là, c'est une image simplifiée. Les produits, très importants, et c'est très important de bien les distinguer des activités. Je l'ai pas mal d'entre vous, quand vous avez, par exemple, des activités de formation, le produit, c'est pas les personnes sont formées, hein, c'est l'activité. C'est les personnes ont appris quelque chose. Et ça, ce produit-là, il est super important parce que parfois on compte qu'on a lancé des activités de formation, puis quand on interroge les gens, ils disent ah oui, non, c'était sympa, le formateur était sympa et tout, mais on a appris. J'ai déjà. Ou alors, c'est vachement intéressant, mais alors ça me sert à rien dans ce que je fais, quoi. Hein. Le produit, c'est ça, et bien formuler vos produits, c'est une étape essentielle pour aller vers la suite, pour aller vers vos effets. Ok. C'est en partage avec les autres collègues, ici où les questions de nutrition ont pris beaucoup d'importance. En général, on sait un peu au début. C'était sur l'alimentation qui nous intéressait. Comme indicateur générique, je pense qu'il y a tout la malnutrition aiguë, sévère, la malnutrition aiguë modérée. On peut considérer ça comme des indicateurs génériques. Et la dimension nutrition. Je crois que vos collègues également utilisent ça. J'ai vu également, mais c'est peut-être la même chose. Il y a un de vos collègues qui mettait les personnes qui étaient au-dessus ou en dessous de la courbe normale de poids. Ouais, voilà. C'est ça. On a pas masse ou masse, quoi. Ça c'est très bien parce qu'en fait, comme vous avez tous le même indicateur, vous pouvez comparer, y compris d'un pays à l'autre, voir ce qui a marché dans un pays, marché dans un autre, etc. J'espère qu'après l'évaluation de ce cours, vous aurez un aperçu sur nos compétences, notre niveau de formation. Peut-être ça va aboutir sur des recommandations en termes de renforcement de capacité, etc. Ou bien d'augmentation du personnel chargé d'évaluation. En général, ici, par exemple, ici à notre niveau, on a le seul, c'est du suivi évaluation. Et je me rends compte que c'est pas une mince affaire. Ouais, je crois que ça dépasse un peu mes pouvoirs. Mais ça serait pas mal que vous le disiez à Amélie, qui a créé le cours. Amélie, elle en est bien consciente parce que comme elle travaillait au Ghana, je crois, elle a vu un peu ce que ça donnait sur place. Ça vaut le coup de le redire, probablement, et n'hésitez pas à le mettre dans l'évaluation du cours. Enfin, je sais pas Paola ou Florence, mais je pense que ça remonte à la FAO, l'évaluation du cours. Pour vous remercier et surtout remercier aussi Amélie. Elle est très disponible et réactive, vraiment. Elle nous a beaucoup appuyé. Je ne pense pas. Je pense que là-dedans, je pense effectivement que de toute façon, ça remonte à la FAO. Donc, c'est important effectivement de nous expliquer, quand vous nous donnerez le feedback sur le cours, c'est à quoi ça nous sert professionnellement. Je pense que Thomas, le vrai succès d'un cours, c'est ça. Merci. Merci à vous. D'autres intervenants, d'autres questions? Abdel, par rapport à l'indicateur là, sur les formations. Abdel, je voulais une meilleure formulation, d'accord, par rapport aux activités, organiser des sessions, former des agro-éleveurs, par exemple. En termes de produits, j'allais dire nombre d'agriculteurs et appris les techniques de. C'est ça? Oui. Est-ce que c'est mieux formuler ça, par exemple? Essayez toujours d'avoir plutôt un taux qu'un nombre. Ça c'est un moyen facile d'améliorer. Donc pour ça, il faut que vous ayez une idée de votre cible, quoi. Donc je sais pas, il y a 1000 éleveurs ou 1000 fermiers. Vous pouvez faire un taux et ça déjà c'est mieux. Après, la formulation que vous dites, elle est bien. Mon point de vue, c'est que il faut que votre femme, votre cousin, votre voisin de palier, il soit capable de comprendre l'indicateur. Ouais. Donc, si c'est dit avec des mots simples, le contenu, après, techniquement, c'est sous le capot, quoi. Ça peut être compliqué sous le capot, mais la formulation, elle doit parler à tout le monde. Si vous dites les gens qui ont appris des techniques agro-pastorales, tout le monde comprend, quoi. Ça, Ok. ça c'est très bien.
taux de personnes qui ont des techniques agropastorales. Ouais, Ça, on peut le au niveau des produits. ouais, c'est très bien. Parce qu'on a tendance à mettre surtout le nombre de personnes formées. Oui, parce que le nombre de personnes formées, c'est un bon indicateur d'activité. Voilà. Imaginez, je sais que vous n'allez pas faire ça, mais imaginez. Imaginez, on vous dit, vous aurez un bonus si il y a 20% de personnes formées en plus. Moi, je sais ce que je fais. Hein. J'invite 20% de personnes en plus à toutes mes formations. Du coup, la qualité de l'enseignement, elle se dégrade. Les gens, ils apprennent moins de trucs. Mais moi, j'atteins mes objectifs. Hein. J'ai le nombre de personnes formées qui a augmenté. Par contre, si je regarde le taux de personnes qui ont appris, lui, il risque de se dégrader, en fait, si j'ai trop de personnes formées. Ouais. Donc, après, le rôle du chef de projet, c'est qu'il y ait le bon nombre de personnes formées. Et le rôle du chargé de suivi et évaluation, c'est de rappeler qu'on travaille, qu'on programme en étant axé sur les résultats et pas sur l'activité. Ok. Merci. J'en prie. Une autre question ? Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Alors, j'ai une question. Moi, j'ai un message de question. Je vais juste poser dans le chat à Christian, demander s'il a des questions. S'il nous enlève, il ne peut pas nous parler. Je vais lui demander. Et sinon, les autres participants, vous avez des questions? Oui. Oui. Je vous demandais est-ce que la plateforme sera ouverte jusqu'à combien de temps après la fin de la formation? Ça, c'est pas, je pense qu'il peut répondre à cette Ensuite, question. Ouais. une deuxième question. En cas de besoin, après cette formation dans le domaine de suivi et évaluation, est-ce qu'on peut avoir recours à vous en vous posant quelques questions si nécessaire? Si c'est la question, sans problème, oui. La forme, de toute façon, on va décider avec Fab. Combien de temps peut rester ouverte après la formation, mais normalement, je crois jusqu'à la fin de l'année, c'est sûr. Et après, on va voir si on verse la plateforme manque du temps, mais c'est sûr jusqu'à la fin de décembre, c'est ouverte. Ok. De toute façon, Amadou, vous avez le PDF que vous pouvez utiliser. Hein. Vous pouvez le télécharger. Okay. Vous n'aurez pas les vidéos, il n'y a pas les quiz, etc. Mais le PDF, il contient quasiment tout le cours. Et vous avez les questions-réponses de la semaine 1 aussi que vous pouvez télécharger. Avec ça, vous avez pas mal de choses déjà. Et je vais ajouter que je vais aussi vous dire qu'on est en train de discuter avec Amélie et peut-être on va poser toutes les ressources de la plateforme, inclus les modules de formation en ligne, quelque part pour que les participants peuvent accéder toujours à ces ressources. Donc, on est en train de discuter comment le faire pour avoir les ressources toujours disponibles, même si la plateforme est fermée. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec Amélie, comment on peut faire pour avoir les ressources toujours disponibles. Donc, je vais envoyer un message dès qu'on a décidé qu'on faire pour les ressources disponibles. Ok. Une dernière question, c'est Thomas. Oui. Dans le cours, vous faites souvent, si je prends la présentation des données, vous avez mentionné Google Forms ou bien SurveyMonkey. Oui. Est-ce que quand on va sur ces places, l'utilisation est facile? Ouais, j'ai jamais utilisé ça, mais je ne sais pas comment ça fonctionne. Ou bien un tutoriel qui permet de dire faites ça pour pouvoir vraiment présenter les données. Honnêtement, c'est vraiment très facile.
si vous cherchez un tutoriel, vous en trouverez un assez facilement, mais Google Forms, c'est très intuitif. Alors, il faut un compte Google, c'est Google, donc il faut rentrer dans le système Google, avoir le compte, etc. qui va avec, mais c'est vraiment très simple. Nous, on s'en sert très régulièrement, quoi. On a des logiciels d'enquête qui peuvent être utiles également quand on a besoin des choses un peu compliquées. Mais pour tout ce qui est très simple, on utilise ça en fait. Par exemple, je vous prends un exemple, on travaille sur un programme de des produits agricoles. Et donc, dans ce programme de promotion, il y a des délais avec la presse. Et tous les journalistes, ils remplissent des petits questionnaires. Ils les remplissent papier parce que, vous savez, on les donne sur place, etc. Du coup, à la fin de l'année, on a parfois 150 questionnaires à rentrer qui sont simples. Donc, utiliser un logiciel compliqué ou même d'utiliser Excel, c'est beaucoup plus simple d'aller dans Google Docs et Google Forms que de faire ça. Non, c'est pas ça, Florence. C'est Google Forms. Pardon. J'ai Google Forms, d'accord. Google Forms. Ok, je regarde. Pardon. Donc voilà, nous on s'en sert pour tout ce qui est très simple. Mais les indicateurs que ça fait des statistiques, ou bien c'est des statistiques vraiment. En fait, ça dépend vraiment de ce que vous faites. Typiquement, vous avez, imaginez, vous avez un petit questionnaire à la fin de chaque formation avec 3 questions. Oui, pour évaluer. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles? Oui, tout à fait. Oui, plutôt. Non, pas vraiment. Non, pas du tout. Est-ce que vous pensez réutiliser ce que vous avez appris? Est-ce que vous allez recommander ce cours ou cette formation à vos collègues? Voilà. Question, c'est typiquement ce qu'on va mettre à la fin d'une formation pour faire une évaluation qu'on appelle juste après le truc. Bon question, vous mettez ça dans Google Forms, vous pouvez en sortir un fichier Excel à la fin si vous voulez faire des stats plus compliquées. Mais sinon, il vous fait toutes les stats de base. Il est tout seul toutes les stats de base. Du coup, ça fonctionne très bien. Pour les choses un peu plus compliquées, en ce moment, alors il y a, je sais pas ce que vous utilisez vous comme logiciel d'enquête. Non, c'est Excel que les c'est Excel que vous utilisez. On utilise un truc, qui est fait par des Français, qui est bien. On fait un peu de pub. Ça s'appelle Eval & Go, qui est c'est un bon logiciel d'enquête. Alors en fait, vous avez vous avez la possibilité de faire des choses gratuites, un peu plus de choses que ce que vous feriez dans Google Forms. Et après, ils ont des comptes pro, mais dans ce cas-là, c'est des abonnements mensuels. Je sais pas si vous avez la possibilité, mais en fait, nous, avant, on utilisait un logiciel professionnel. Ça coûte 500 € le logiciel professionnel. Du coup, là, quand il a fallu le renouveler, on l'a pas fait parce que c'est très cher par rapport à nos besoins. Et là, ça, c'est 30 € par mois. Voilà. Donc, voilà, ça dépend de vos budgets. Et ça, maintenant, quand vous avez une bonne connexion Internet, c'est vrai que c'est un problème dans tous les cas, mais quand vous avez une bonne connexion Internet, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour soit gratuitement, soit pas très cher en ligne. Et nous, on conseille plus ça plutôt que des logiciels genre SPSS, etc., qui, oui, sont très puissants, mais il faut vraiment savoir s'en servir. Alors que ça, vous pouvez l'utiliser. Comment ça fait? J'ai mis dans le chat, j'ai mis le lien en fait. Thomas a donné le nom et moi j'ai mis le lien qui vous emmène directement vers la plateforme. Mais pour renforcer ce que dit Thomas, bon, il y en a l'autre qui est très connu aussi, c'est SurveyMonkey. Et l'avantage, c'est qu'on fait un abonnement au mois, et si on en a besoin que pendant un mois, on s'abonne un mois et on sort. Et on gagne un temps extraordinaire dans tout ce qui est gestion des résultats. Parce que c'est fait, quoi. Les graphiques sont faits, on peut avoir des documents PDF, on peut avoir des documents Excel, enfin tout, et on gagne un temps incroyable en termes de
comment on appelle ça, de données. Ok. Merci. Tout le fois étant lié au fait d'avoir une bonne connexion Internet, et je sais que pour beaucoup de vous, c'est un peu rédhibitoire, quoi. Mais Oui, souvent c'est un souci, souvent, hein. c'est la chance qui fait souvent la connexion marche, mais sinon c'est un problème. Voilà. Maintenant, vous avez évoqué un problème où vous dites que vous avez du mal souvent à lire nos cadres logiques. Ouais. Moi, je dis que souvent c'est parce que des formulations qui sont faites par des cabinets ou des bureaux d'études recrutés par le bailleur de fonds. Ouais. Souvent, ils ont d'autres expériences. S'ils viennent faire une formulation dans un autre pays où ils n'ont pas l'expérience, souvent ils essayent d'imiter d'autres expériences qui souvent n'ont pas un étroit avec les nouvelles formulations, de telle sorte que souvent nous-mêmes, à la lecture de certains indicateurs, on a énormément de difficultés pour cerner au juste qu'est-ce qu'on veut dire réellement. Ouais, Donc souvent le problème ça vient de certaines fois de formulation, d'autres viennent mettre en œuvre sans que ceux qui viennent mettre en œuvre et ceux qui ont formulé aient des rapports au moment de la formulation. Ouais. Non, mais paradoxalement, c'est plus compliqué de parler simplement et d'être compris par tout le monde que d'utiliser des mots tout faits, etc. Alors, souvent, c'est un peu moins pire en français qu'en anglais. Parce qu'en anglais, typiquement, dès que vous avez un truc de formation, il y a écrit Capacity Built for Participants ou un truc comme ça. Et Capacity Built, ça ne veut rien dire. Enfin, dans un comme effet ou produit, ça ne veut rien dire. On veut savoir est-ce que les gens ont appris des choses, est-ce qu'ils ont acquis des nouvelles compétences, est-ce qu'ils savent appliquer des nouvelles choses. Et donc les mots valises comme ça, c'est un problème parce que tout le monde dit oui, 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 parce que bon, tout le monde sait à peu près ce que veut dire capacity building, mais quand on rentre dans le détail, en fait, il n'y a rien d'écrit. Donc ça, c'est pour ça que c'est un rôle très important que vous avez, vous, les chargés de suivi et évaluation. Une fois que ça commence, d'éclairer tout ça. C'est vraiment un rôle important du chargé de suivi et évaluation. Hein. C'est au début de dire bon maintenant on va parler français, quoi. Donc on va essayer de s'exprimer correctement et de comprendre de quoi on parle. Et voilà, c'est un vrai souci. Dans tous les CPP, il y a un vrai souci. C'est pour moi, hein, je viens de l'extérieur de ça. C'est pas clair. C'est difficile de comprendre si on n'est pas celui qui a écrit le CPP au départ. La difficulté même, là, vous dites qu'il faut réfléchir, c'est que quand vous commencez, une fois que la convention de partenariat a été signée entre le bailleur et le pays concerné, souvent on dit on ne peut pas toucher au cadre logique, il faut attendre les évaluations à mi-parcours. Souvent aussi les évaluateurs, quand ils viennent, on leur donne des cahiers de charges qui ne sont pas ce que vous voulez. Et tout ça, c'est des problèmes souvent que les gens rencontrent souvent dans les programmes ou dans certains projets. Ouais, complètement. Ouais. Bon, même chose. Moi, je vous parle d'un point de vue de ce qu'il faudrait faire. C'est vrai que vous avez des vraies contraintes, donc il faut prendre ça en compte. Ce que je dis, c'est que si votre bailleur vous dit il faut toucher au cadre logique, très bien, donnez-lui un cadre logique qui n'a pas bougé. Mais un peu dans le rapport d'activité, vous pouvez lui dire nous avons fait un exercice de participation ou de collaboration avec les partenaires qui aboutit à des reformulations visant simplement à mieux se comprendre, etc. Prenez toutes les pincettes qu'il faut pour que on comprenne bien que non, vous n'avez pas touché au sacro-saint cadre logique d'origine, mais faites-le évoluer quand même. Et le pire, c'est que si vous faites ça dans votre rapport d'activité, on vous dira probablement bravo d'avoir fait ce travail collaboratif, etc. Alors que si vous aviez dit j'ai changé le cadre logique, ce qui est pourtant ce que vous avez fait, on vous dit vous n'avez pas le droit, etc. Donc ça c'est sûr, c'est un souci. C'est aussi que quand l'évaluateur vient, normalement il sera très quand si le cadre logique a déjà été amélioré, etc. Pour une raison toute simple, hein, c'est que sinon c'est lui qui le fait.
Donc vous l'avez Ok. fait, lui ça change, hein, ça, vous avez fait le travail. Donc c'est plutôt une bonne chose et ça va permettre à l'évaluateur de se concentrer sur l'identification des effets et des impacts, plutôt que le travail de reconstruction du cadre logique qui est effectivement votre prérogative. Ok. Bien. Non, je vois Rebecca qui ne parle pas. Juste en quitter. Ah pardon, allez-y avec, on vous écoute. Attends, ok. Jean, vous réfléchissez un instant sur vos questions, je voulais juste attirer votre attention sur deux choses. On a mis avec Thomas dans le chat certains liens vers les Google Forms, vers Eval & Go, vers SurveyMonkey. Peut-être que certains de vous n'ont pas remarqué où était le chat. Regardez tout en bas de votre écran, vous avez une barre visée qui dit chat. Si vous cliquez sur la flèche qui est à côté, vous allez voir la chat qui s'affiche. Parce que ça va par défaut. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, cliquez sur le chat et vous permet. C'est là-dedans qu'on lit différentes informations. Autre point que je voulais rappeler, c'était que par rapport au message que j'ai mis dans le forum au début de semaine, la date butoir pour rendre votre troisième devoir est poussée cette fois au mercredi 10 et non pas à dimanche. Et il n'y aura pas de flexibilité avec cette date-là cette fois, puisque la correction des devoirs, Thomas fera la correction des devoirs les 11 et 12. Donc voilà, c'est juste un petit rappel, c'est un rappel important. Si vous avez d'autres questions, est-ce que Thomas, tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce que Paola, tu voudrais rajouter quelque chose? Est-ce qu'on a terminé ce webinaire? Voilà, est-ce que Rebecca, non, vous avez une question? j'ai tout dit à propos des sources. D'accord. Et participants, il y en a parmi vous qui ont d'autres questions à poser? Ok. Est-ce qu'on termine ce webinaire? Oui. Ouais. Terminé, je crois. Ouais. Abdel, moi ça va quand même, c'est bien. Oui, oui. D'accord. Abdel Karabi Mali, je suis satisfait. Ok. Très bien. Parfait. Merci. Et bien, écoutez, c'était notre dernier webinaire. On vous souhaite une bonne continuation. On attend vos devoirs jusqu'au 10. Le forum est ouvert. Il y a encore une question technique. Et puis voilà, au revoir à tous et merci Thomas, merci à tous les participants, merci à Paola. Au revoir, merci bien. Merci. Au revoir. Bon courage. Florence, Oui, je vous écoute. Florence, est-ce que vous avez envoyé les liens là sur la plateforme? Sur... Ou bien On a mis, vous voulez dire? les copies pour avoir, parce que C'est une bonne moi idée. je parle une copie, il faut pas qu'on ferme le lien, ou bien si c'est envoyé sur la plateforme, c'est encore Je vais les mieux. mettre sur la plateforme, c'est une bonne idée. Plateforme Ouais, tout à fait. de discussion. Excellente idée. Je vais faire ça maintenant. Bon, merci bien. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée, merci bien. Au revoir. Merci bien. Très bien.